Bon début de soirée sur la première, c'est l'heure du quart d'heure européen. C'est un sommet européen sous tension qui va s'ouvrir demain à Bruxelles et pas uniquement en raison de la présence des agriculteurs dans la capitale. Le sommet extraordinaire doit tenter de rattraper ce qui n'a pas pu être décidé lors du dernier sommet qui a eu lieu en décembre, donner à l'Ukraine une perspective financière stable sur le moyen terme. En clair, 50 milliards d'euros sous forme de prêts et de dons pour faire tourner l'économie ukrainienne. 26 États sont d'accord, en fait, sur le principe, mais la Hongrie fait de la résistance. Son Premier ministre est devenu le poil à gratter de l'Union européenne. Il s'oppose à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union. Il s'oppose au pacte migratoire. Il s'attaque aux valeurs démocratiques. Il a de très bonnes relations avec la Russie de Vladimir Poutine et il n'hésite pas à dénigrer publiquement les dirigeants européens. Mais que cherche Viktor Orban? C'est la question que nous posons ce soir dans le quart d'heure européen. Avec, pour y voir plus clair, un spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Bonsoir Jean-Michel Dewael. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'ULB, politologue, et vous suivez depuis de longues années la politique de cette région. Et puis il y a Olivier Henrion qui est aussi à mes côtés, comme chaque mercredi. Bonsoir Olivier. C'est qui Viktor Orban? C'est la question à 1 million d'euros que tous les dirigeants européens se posent en ce moment, tellement sa personnalité paraît complexe. Alors pour tenter de comprendre qui il est, peut-être faut-il se pencher sur son parcours. Fin des années 80, c'est un jeune diplômé d'Oxford où il a pu étudier grâce à une bourse de George Soros. Puis c'est un député aux idées très libérales, attaché aux valeurs chrétiennes. Il va d'ailleurs ancrer son parti, le Fidesz, au PPE, le groupe politique de centre-droit qui domine la scène politique européenne. Il devient ensuite Premier ministre de Hongrie, une première fois en 98, puis cure d'opposition, et à son retour au pouvoir en 2010, il commence à mettre en place un pouvoir très fort. Il change la constitution à son avantage, il fait taire les médias qui le contredisent, il essaye de reprendre en main la justice, il s'attaque à l'Université d'Europe centrale, financée par George Soros, son ex-mentor devenu ennemi intime. Il met en place des lois anti-LGBT. De libéral, la démocratie hongroise devient illibérale, au point que lors d'un sommet européen, en mai 2015, il est accueilli d'un bruyant salut dictateur par Jean-Claude Juncker, vous vous en souvenez. Au point surtout aussi qu'en avril 2017, la Commission européenne enclenche la procédure dite de l'article 7, qui peut, si elle est menée à terme, priver un État membre de son droit de vote. Ça ne calme pas vraiment Viktor Orban, qui continue de défier les dirigeants de la Commission européenne par des campagnes d'affichage dénigrantes et par des discours, disons, peu flatteurs, comme celui qu'il a tenu en octobre dernier lors de la cérémonie de commémoration de la révolte de 1956 en Hongrie contre les soviétiques. Heureusement, Bruxelles n'est pas Moscou. Moscou était une tragédie. Bruxelles n'est qu'une pauvre parodie contemporaine. Nous avons dû danser pendant que Moscou sifflait. Même si Bruxelles siffle, nous dansons comme nous voulons, et si nous ne voulons pas, nous ne dansons pas. Jean-Michel Dewael, comment est-ce que ce jeune dirigeant libéral profondément européen est devenu aujourd'hui le principal obstacle aux politiques européennes ? Mais je pense que dans cette génération, en Hongrie et ailleurs, il y a une triple déception qui explique le positionnement de Viktor Orban aujourd'hui. Il y a une déception vis-à-vis de l'économie de marché, qui était rêvée comme une potion magique pour que la Hongrie connaisse très très rapidement un niveau de vie égal à l'Europe occidentale. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que prévu et les attentes étaient immenses. Il y a une déception vis-à-vis de la démocratie parlementaire qui est aussi plus lente, plus complexe, qui, vu de loin, apparaissait comme le système idéal, mais on peut pas réagir très vite, il faut faire des compromis, les électeurs ne votent pas toujours comme vous l'espérez, donc il y a une profonde déception vis-à-vis de la démocratie, et puis il y a une profonde déception vis-à-vis de l'Union européenne, qui, de nouveau, vu de loin, apparaissait comme une belle fée, mais qui, de près, ces pays n'ont pas été très bien accueillis. Ils ont été quand même accueillis un peu à reculons. Et évidemment, cette comparaison avec Moscou, c'est l'idée que l'Allemagne, la France, l'Italie, les grands pays imposent leur volonté sur toute une série de dossiers. On se rappellera ils auraient mieux fait de se taire de Jacques Chirac à propos de la guerre
guerre en Irak et du plombier polonais. Enfin, il y a toute une série comme ça de dossiers qui ont... Je pense que nous, ici, nous n'avons pas pris conscience, et quand je vais beaucoup en Europe centrale, bon, je me souviens combien cela a crispé, combien j'ai vu des pro-européens être complètement abasourdis par le dédain et le fait que l'on prend des mesures sans jamais tenir compte de l'histoire de l'Europe centrale, qui est bien différente de la nôtre. Mais c'est quoi alors cette démocratie illibérale que promeut Viktor Orban aujourd'hui ? C'est une démocratie hybride, c'est-à-dire c'est un système qui à la fois comprend des élections, et si on perd les élections, ben on va aller dans l'opposition. Jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé. Même Donald Trump a essayé, mais finalement, il a quand même perdu le pouvoir. Mais où vous avez toute une série d'éléments de la dictature. Vous contrôlez les médias, vous contrôlez les banques, vous contrôlez la magistrature, et donc c'est vraiment hybride, c'est un mélange des deux facteurs. Alors ce n'est pas que la Hongrie, la Pologne, la Turquie, Bolsonaro au Brésil, c'est toujours le même modèle pour essayer de prendre des décisions très vite et pour considérer que les opposants sont des ennemis. Vous avez évoqué Donald Trump, on peut dire de Viktor Orban que c'est le Trump européen en ce moment ? Mais il y a beaucoup de différences évidemment entre la politique européenne, la politique hongroise et la politique des États-Unis, mais il y a évidemment quelque chose dans le goût de la provocation, dans le fait d'en remettre. Alors, Orban a ceci tout de même de fascinant que, d'une part, il a compris l'évolution sociologique de son pays, puisqu'il remporte les élections, et d'autre part, bon, il bloque l'Europe jusqu'à 23h59. Et à minuit, il cède. Parce qu'il a cédé sur des tas de dossiers. Et donc, il essaye de négocier, de marchander au maximum. Et puis, quand la pression se fait trop lourde, ben, il cède. Dernièrement, il est sorti d'un conseil pour ne pas bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc, il y a aussi un certain réalisme chez Viktor Orban, et on verra dans ce conseil si il finit par céder ou si... Oui, puis jusqu'ici, il est plutôt encouragé à continuer, parce que cette tactique fonctionne, il obtient des choses, mais en fait. Ça, c'est mon point de vue depuis bien longtemps. Je pense que, mais je le répète depuis depuis le retour au pouvoir de M. Orban. Donc, évidemment, si on continue comme ça, si on ne passe jamais à l'article 7, si on continue à le câliner, à lui donner ce qu'il veut, on lui donne une importance. Donc c'est aussi évidemment le Conseil européen, la Commission qui, en négociant en permanence avec lui ont donné une position de force. On a parlé de Donald Trump tout à l'heure, mais il y a aussi Vladimir Poutine. Aujourd'hui, Viktor Orban est le seul dirigeant à continuer à cajoler, en tout cas à maintenir des liens forts avec le Kremlin, continuer à aider l'Ukraine, dit-il, c'est continuer à alimenter la guerre. Ça aussi, finalement, c'est la rhétorique de Moscou. Est-ce qu'on peut dire que Viktor Orban est aujourd'hui l'agent de Poutine au sein du Conseil européen ? Alors bon, il faudrait avoir des éléments tangibles, mais idéologiquement, ils ont une vision du monde qui est terriblement structurée, qui est une logique vraiment idéologique très forte, et ça, ils le partagent totalement. Le culte du chef, le besoin de prendre rapidement des décisions, la confrontation permanente, le besoin d'avoir des ennemis, des boucs émissaires. Orban, c'est les élites libérales, c'est les Européens, c'est les Roms dans son pays, c'est la Roumanie où il y a une minorité. Orban crée toujours, a besoin d'être dans le conflit en permanence, comme Trump, comme Bolsonaro. Olivier, les Européens vont-ils passer à l'offensive ? C'est une des questions qui se posent par rapport au sommet de demain. Face au veto hongrois, les 26 autres États pourraient quand même hausser le ton. Alors, c'est ce que laisse en tout cas supposer cette note confidentielle consultée par le Financial Times cette semaine, un plan secret pour saboter l'économie hongroise. Si Budapest continue de bloquer l'aide financière promise à l'Ukraine, eh bien, l'Union européenne pourrait lui couper les fonds. Sans nier vraiment l'existence de cette note, les diplomates européens qu'on a pu interroger ces derniers jours expliquent que ça n'a pas de sens, parce qu'on ne peut pas politiser
le versement de fonds européens, encore moins répondre au chantage par le chantage. Il n'empêche, on sent bien que ce cavalier seul hongrois agace de plus en plus ses partenaires européens. Jean-Michel de Waal, vous l'avez dit, vous pensez que l'Europe doit taper plus fort du poing sur la table par rapport à la Hongrie. Ici, une des questions qui se pose aussi, c'est est-ce qu'à un moment, la mansuétude à l'égard de Viktor Orban, elle ne va pas être synonyme de complicité par rapport à une série de choses ? Je pense que oui, parce que je pense que la Hongrie n'est plus un État de droit, et à vrai dire, si la Hongrie devait réadhérer à l'Union européenne, elle n'aurait pas les critères pour réadhérer à l'Union européenne. Donc on demande aux pays des Balkans occidentaux d'avoir des tas de critères dont un membre lui-même n'est pas... mais bon, avec l'arrivée de... Bon, il faut pas... Enfin, c'est aussi une tendance européenne. Madame Meloni, les montées de l'extrême droite qui participe à toute une série. Donc voilà, il faut pas non plus uniquement polariser sur Monsieur Orban et isoler Monsieur Orban, parce que en faisant ça, on rentre un peu dans son jeu entre eux et nous, et ça, je pense que c'est une erreur tactique, parce que s'il n'y avait que M. Orban pour miner l'Union européenne, on en serait presque tranquille. Malheureusement, on en est loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il est seul parce que le parti Droit et Justice, qui était son allié traditionnel en Pologne, n'est plus au pouvoir, maintenant, depuis que Donald Tusk a gagné les élections. Ça veut dire que, finalement, Viktor Orban n'est pas si seul que ça ? Même si autour de la table du Conseil, il paraît un peu isolé, il y a d'autres soutiens qui existent ailleurs en Europe. Je pense qu'il a des soutiens dans d'autres parties de l'Union européenne. Je pense que pendant longtemps, un pays comme l'Autriche était absolument ravi que Orban dise un certain nombre de choses, parce qu'il disait tout haut ce qu'ils avaient envie, enfin ce qu'ils, eux, pensaient tout bas. Donc oui, je pense que c'est une tendance forte. Et au sein des extrêmes droites européennes aussi, évidemment, qui sont très puissantes aujourd'hui, même si elles ne gouvernent pas. On pense par exemple au Rassemblement national en France. Exactement, mais c'est un modèle, qui peut, un modèle idéologique avec les mêmes ennemis, les migrants, l'Europe et les mêmes amis, Monsieur Poutine. Et qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui ? C'est d'avoir les clés du camion, c'est ça sa stratégie ? Il sent qu'il est dans le sens de l'histoire ? Il est soutenu par une partie de l'opinion publique hongroise d'Europe centrale et en Europe. Ceci étant, je pense que surtout, il a besoin des fonds européens parce que l'économie hongroise va mal, parce que l'économie hongroise va plus mal, l'économie la plus malade de la région de l'Europe centrale en termes d'inflation, manque de croissance économique et ainsi de suite. Oui, une démographie aussi en grosse difficulté. En termes de la démographie est encore plus catastrophique que chez les voisins. Et donc, il a besoin des fonds aussi parce que c'est un système très népotique, très corrompu, et donc il y a besoin d'argent européen pour faire circuler dans ces réseaux et pour continuer à acheter toute une série de personnes en Hongrie. Et donc on verra lors du Conseil qu'est-ce qui est plus important, ses positions de principe idéologique ou son réalisme qui fait qu'il a quand même besoin des fonds européens. Le Premier ministre slovaque tient les mêmes positions, mais a tellement besoin de fonds européens pour développer la Slovaquie et pour entretenir ses réseaux plus ou moins mafieux que M. Fico ne va pas aller aux incidents parce que les fonds européens sont trop importants. Il nous reste 20 secondes. Blocage, déblocage, quel est votre pronostic pour le sommet de demain ? Ce serait une catastrophe, le blocage. Merci Jean-Michel de Waal d'être venu ce soir pour le quart d'heure européen et merci à vous Olivier Henrion de la rédaction européenne de l'avoir préparé.